L'arrestation d'Alexeï Navalny dès son retour en Russie, puis sa condamnation à 3 ans et demi de prison, en disent long sur la stratégie de Vladimir Poutine, répression féroce des opposants, indifférence face aux protestations occidentales. C'est révélateur de la centralisation, de la personnalisation du pouvoir en Russie, mais c'est aussi révélateur de la relation de ce pays aux droits de l'homme. Dans ce pays immense de tradition autoritaire, les restrictions des libertés sont monnaie courante de longue date. La Russie ne regarde pas la question des droits de l'homme avec le même logiciel que l'Occident. La Russie est géante par la taille, 17 millions de kilomètres carrés, plus grand pays au monde, 6600 km d'est en ouest, 11 fuseaux horaires. Et le tout avec une faible densité puisqu'il y a seulement, entre guillemets, 145 millions d'habitants, donc beaucoup de zones très peu peuplées. Ce gigantisme a deux conséquences en matière de droits de l'homme. La première, c'est qu'il est parfois difficile de connaître l'état exact des droits humains dans les régions reculées de Sibérie. La deuxième, c'est que l'une des priorités politiques de longue date, c'est de forger, de constituer et de maintenir une cohésion nationale. Au XVIIIe siècle, l'impératrice Catherine II disait « La Russie n'est pas un pays, c'est un univers ». Ce pays compte une centaine de peuples différents avec beaucoup de minorités. Les Russes représentent 82% de la population. Et donc, l'un des enjeux, c'est de forger une identité nationale autour des Russes exclusivement, quitte à nier les droits des autres populations, quitte aussi à désigner les étrangers comme des ennemis. Cela est prioritaire par rapport à la question des droits de l'homme. Le concept de droits de l'homme est une notion apparue très récemment dans l'histoire de la Russie. Le pays est de tradition autoritaire, l'efficacité, la sécurité comptent avant toute chose. C'est un héritage de la tradition impérialiste et tsariste. Et ça a continué sous une autre forme avec l'Union soviétique communiste. L'idéologie marxiste critique de façon radicale les droits de l'homme, considérés comme des droits formels, très théoriques, qui doivent passer après les droits réels, avoir un travail, de quoi se nourrir, avoir une protection sociale, etc. Sans compter que l'idéologie marxiste place les droits de l'individu derrière la lutte des classes, derrière la collectivité, derrière l'égalité, voire l'égalitarisme. La notion de droit de l'homme ne fait donc vraiment son apparition en Russie qu'à la fin du siècle dernier, avec la chute de l'URSS. La notion de liberté de conscience, par exemple, apparaît pour la première fois dans la Constitution russe de 1993. Et ce n'est qu'en 1998 que la Douma, le Parlement russe, ratifie la Convention européenne des droits de l'homme. Mais très vite, plusieurs personnalités russes, politiques, religieuses, vont critiquer la prééminence de ce concept en affirmant que la Russie ne pourra pas progresser et ne pourra pas assurer sa sécurité si elle met d'abord en avant les droits de l'homme. Donc on le voit bien, la tradition, le poids de l'histoire sont bien là. Il y a la théorie et la pratique. Dans les faits, l'état des lieux est catastrophique. Les statistiques de la Cour européenne des droits de l'homme le démontrent. La Russie est de loin, devant la Turquie, devant l'Ukraine, est le pays où il y a le plus de plaintes en matière de droits de l'homme. Et tout y passe. Liberté individuelle, liberté de religion, interdiction de manifester, liberté d'association, violence domestique, procès bâclés et inéquitables, violence policière, limitation des droits de la communauté LGBT, etc. Avec quelques cas emblématiques, l'assassinat de la journaliste Anna Politkovskaya, l'enlèvement puis la mort de la militante de l'ONG Mémorial Natalia Estemirova, etc. La situation de la liberté de la presse est particulièrement préoccupante. Dans le classement annuel de Reporters sans frontières, la Russie pointe au 149e rang mondial. 47 journalistes tués en 30 ans, des intimidations en permanence contre la presse et une télévision d'État totalement sous contrôle. Depuis 2002, le pouvoir a également fait adopter plusieurs lois qui limitent les libertés. L'article 212 du Code pénal est régulièrement utilisé pour sanctionner la participation aux rassemblements interdits,
Pour contrôler les ONG, on utilise souvent l'argument de la sécurité de l'État ou de l'ingérence étrangère. L'argument de la lutte contre l'extrémisme ou contre le terrorisme est également utilisé pour des poursuites judiciaires qui sont en fait à motivation politique. L'État restreint la liberté d'Internet et l'expression d'opinions publiques dissidentes. Par exemple, le seul fait de critiquer l'État ou de propager des fausses nouvelles est aujourd'hui passible de lourdes amendes. La Russie est pourtant signataire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle a ratifié plusieurs textes internationaux sur le sujet. Elle a aussi plusieurs obligations qui découlent de son adhésion au Conseil de l'Europe. Mais tout cela est très théorique. Sur ce plan, mais ce n'est pas une spécificité de la Russie, la protection des intérêts économiques nationaux prime sur le droit. C'est pourquoi il y a de multiples dossiers d'abus des droits de l'homme dans le monde des affaires. Par exemple, l'histoire de l'avocat Sergueï Babitsky. À force d'enquêter sur la collusion entre des criminels de droit commun et des personnalités publiques, il a fini par mourir en prison en 2009. Autre exemple, le dossier de l'homme d'affaires Mikhail Khodorkovsky, emprisonné pendant 10 ans, puis finalement gracié par Poutine, mais contraint à l'exil. Ça ressemble fort au dossier d'un prisonnier politique. Le plus souvent, les litiges commerciaux ne sont pas tranchés devant un tribunal d'arbitrage, mais transformés en procès de nature pénale avec des manipulations dans tous les sens. On en a à nouveau un bon exemple avec le procès en cours du banquier français Philippe Delpal. Bref, les droits de l'homme n'ont pas de place là-dedans. Il y a d'abord le pouvoir, aujourd'hui autocratique, ultra centralisé, personnalisé. Vladimir Poutine, âgé aujourd'hui de 68 ans, est au pouvoir d'une manière ou d'une autre depuis 20 ans. Et grâce à la réforme constitutionnelle qu'il a fait adopter l'an dernier, il peut espérer y rester encore une quinzaine d'années. Sa philosophie est finalement assez similaire à celle de Staline avant lui. Le droit, c'est moi. C'est par exemple lui, Poutine, qui a nommé directement le chef du Conseil des droits de l'homme russe. Tout est dit. C'est le Kremlin aussi qui nomme ou fait nommer les juges fédéraux. Il n'y a pas de place, là encore, pour les droits de l'homme. Il s'agit d'abord de restaurer la grandeur russe et de conserver ses prébendes. La situation est plus complexe au niveau de l'ensemble de la société russe. Elle n'est pas homogène, elle est traversée de courants contradictoires. Il y a d'abord le poids de la tradition, le poids de l'éducation qui inculque une sorte de fatalisme et d'obéissance, la peur de s'aventurer trop loin, et puis le poids aussi de l'Église orthodoxe russe qui ne veut pas entendre parler de laïcité ou de liberté de conscience et qui veut imposer ses propres normes en matière de droits humains. Et puis de l'autre côté, il y a toute une partie de la société russe, les jeunes en particulier, a fortiori dans les grandes villes, qui aspirent à plus de liberté. La Russie n'est pas une dictature totale. La société civile existe, elle est tolérée, peut obtenir certains succès sur certaines mobilisations, sur des dossiers liés à l'environnement ou à la liberté de la presse. Cette partie de la société se mobilise essentiellement via les réseaux sociaux, y compris les réseaux sociaux russes comme Vkontakte ou Odnoklassniki. Tout se passe bien tant que le pouvoir ne se sent pas menacé. Dès l'instant où il se sent menacé, répression, c'est l'affaire Navalny. Pour toutes ces raisons, la notion de droit de l'homme telle qu'on l'entend en Occident est loin de s'être imposée en Russie et ne va pas nécessairement s'imposer de sitôt.